Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Rassemblement national, député européen, Jordan Bardella. Emmanuel Macron condamne le racisme, une maladie qui touche toute la société. C'est un fléau? Oui, c'est un fléau qu'il faut évidemment combattre. Maintenant, moi je dois vous dire que je suis assez consterné de voir la manière dont les responsables politiques du gouvernement d'ailleurs, Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur, M. Castaner en première ligne, ont lâché ces derniers jours la police et la gendarmerie qui font un travail exemplaire, qui sont en première ligne aujourd'hui face à la recrudescence de la délinquance, de l'insécurité, et qui ont été lâchés après une semaine de manifestations anti-flics dans notre pays où des minorités, parce que ce sont des minorités, je ne crois pas qu'il s'agisse de l'expression de la majorité silencieuse, ont exprimé une haine à l'égard des forces de l'ordre, une haine à l'égard de la police, à l'égard de l'État, à l'égard de la France, que le ministre de l'Intérieur et le président de la République, qui semblent tétanisés, ont difficilement condamné. Bien, je vais revenir sur les mesures, sur l'intervention de Christophe Castaner, notamment mardi matin, ici même, qui a fait beaucoup de bruit, que vous avez regardé, que vous avez écouté, Jordan Bardella. George Floyd, aux États-Unis, martyr du racisme. Il y a ce mouvement Black Lives Matter qui a gagné le monde entier. Le monde entier. Vous comprenez cette émotion? Je comprends cette émotion aux États-Unis et puis évidemment au-delà lorsqu'on voit ces images. Enfin, j'ai vu aussi ces images, elles sont insoutenables. Moi, j'ai vu qu'on a essayé de remettre ce qu'il s'est passé, cet incident tragique sur la... C'est un incident, ça? Oui, c'est un événement tragique, dramatique. Et la personne qui... Oui, bien sûr. Et je pense que le policier qui, en tout cas, c'est un incident. A commis... Ce n'est pas plus qu'un incident. Et le policier qui a commis cela doit évidemment être sanctionné. Non, mais c'est un incident ou c'est plus qu'un incident? C'est un homicide. Volontaire ou non, c'est la justice qui le dira. Mais si vous voulez, je note que beaucoup ont cherché à instrumentaliser ce qu'il s'est passé là-bas pour l'importer sur le sol français notamment. J'ai vu M. Mélenchon appeler à cette révolution citoyenne alors qu'on voit là-bas des scènes de violence qui sont inacceptables, qu'on voit des scènes de représailles à l'égard de personnes, de ce qu'ils appellent être là-bas la communauté blanche, même si moi je ne partage pas cette dialectique, qui est une dialectique propre aux États-Unis. On a cherché à l'importer sur le sol français et à pousser à la haine contre la police, alors que le contexte il est différent, que là-bas la police fait face à... Il y a autant d'armes là-bas que d'habitants, près de 300 millions d'armes qui sont en circulation, donc le climat de violence il n'est pas le même. L'histoire n'est pas la même. Les États-Unis sortent d'une période de ségrégation qui est assez récente finalement et qui n'est pas le contexte français. Je vous rappelle qu'il n'y a jamais eu de ségrégation, de colonisation sur le sol français. Donc ce sont deux contextes qui sont totalement différents. Et dire qu'aujourd'hui la police est raciste et que la police tue ou arrête par racisme, et je pense profondément irresponsable. Alors je vais y revenir, Jordan Bardella, parce que vous êtes impatient de revenir sur la police, moi aussi, mais autant n'emporte le vent la polémique autour du film, et puis certaines statues qui sont déboulonnées. Alors je voulais vous en parler, puis même en France, un débat autour de Jules Ferry, par exemple. Il y a des lycées, beaucoup de lycées qui... Socialistes. Oui, des lycées, oui, enfin socialistes. Enfin, pourquoi socialistes? Parce que, en réalité, je cherche, Jules Ferry, je vois qu'on cherche à, je sais pas, remettre en cause notre histoire. Je vois qu'on cherche en tout cas à éloigner les Français des préoccupations principales qui sont les leurs aujourd'hui, en sortie de crise économique, en tension communautariste aujourd'hui dans les quartiers, en politique migratoire que plus personne ne supporte, d'ailleurs en montée de l'insécurité. On cherche en réalité à transporter le débat sur nous-mêmes, sur ce qu'on a été. Moi, je veux dire, je refuse de rentrer dans ce débat. Est-ce qu'il faut supprimer les traces de l'histoire? Non, moi je suis... Pourquoi? Parce que je pense que l'histoire n'a pas à être modifiée, que nous en sommes les continuateurs. Et que moi j'en ai marre de ces débats sur la repentance, sur la victimisation permanente. Moi je suis né en 1995, je ne me sens pas redevable de ce qui a pu être fait d'ailleurs par le passé. Et je préfère regarder à l'histoire, j'imagine. Et je préfère, bien sûr, mais je préfère regarder vers 2030, 2050 plutôt que de regarder vers le passé. Et j'en ai ras-le-bol de cette culpabilisation permanente qui sert aujourd'hui à des minorités à exprimer une haine à l'égard de la police, une haine à l'égard de la France. J'ai entendu le président de la Ligue de défense noire, lors d'une manifestation qui était interdite, dénoncer la France, ce pays d'esclavagistes, de colons. Alors, si certaines minorités militantes aujourd'hui ne sont pas satisfaites de ce que leur a apporté la France, parce que la France leur a tout donné, moi,
ma famille n'est pas née ici, mais je suis très fier du pays qui m'a accueilli. Je respecte le pays qui m'a accueilli et je suis redevable vis-à-vis du pays qui m'a accueilli. Et c'est un effort important que beaucoup ont fait en arrivant dans notre pays, mais que certaines minorités ont tendance aujourd'hui à oublier. Jordan Bardella, je voulais revenir, puis on va passer à autre chose, mais tout de même sur cette volonté de déboulonner des statues, de ne pas regarder parfois l'histoire en face. Il faut regarder notre histoire en face, vous êtes bien d'accord? Oui. Hein, vous êtes bien d'accord. Mais alors pourquoi ce qu'ont fait les Britanniques, ce qu'ont fait les Belges, ce que font les Allemands, pourquoi par exemple ne pas créer un musée de la colonisation? Mais Pourquoi il pas existe déjà des musées, la colonisation est enseignée dans les livres d'histoire, oui, mais j'en ai un peu ras-le-bol qu'on utilise l'histoire. Est-ce que c'est très bien qu'on instrumentalise l'histoire? Mais c'est très bien qu'on enseigne l'histoire, mais qu'on enseigne surtout que l'histoire de notre pays, elle a été glorieuse. Et que la colonisation n'est pas effacer et que la colonisation de notre histoire. Non, mais il faut être objectif. Et que je ne considère pas comme le président de la République que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Parce que le crime contre l'humanité, c'était quoi une colonisation? La colonisation, c'était quoi? C'était une chance pour les pays colonisés? Ça a apporté, je dis pas que c'était une chance, je dis en tout cas que la colonisation a apporté là-bas des infrastructures. La France n'a commis aucun crime? Et que, mais peut-être qu'il y a eu des crimes dans l'histoire de France, mais j'en ai ras-le-bol qu'on utilise l'histoire de France, qu'on instrumentalise l'histoire de France pour aujourd'hui alimenter la haine de la France. Non, mais il faut l'apprendre, on est d'accord, faut l'apprendre. Oui, il faut l'apprendre l'histoire de France, mais il faut surtout apprendre que l'histoire de France, elle a été glorieuse, que la France c'est ce pays de la liberté et aussi ce pays on ne peut pas des libertés d'expression. L'histoire en faisant en sorte qu'elle ne soit que glorieuse. Mais vous êtes d'accord? Vous me parlez de Colbert, de Jules Ferry, etc. Parce que on est aussi ce pays de la liberté d'expression. Et aujourd'hui, sous le coup d'une repentance, la liberté d'expression, elle est en train de reculer dans notre pays. Mais la volonté d'une majorité silencieuse, y compris d'une majorité de Français issus de l'immigration qui vivent aujourd'hui dans les banlieues, croyez-moi, c'est davantage l'emploi, c'est davantage les questions sociales, c'est davantage la sécurité de leurs enfants qui vivent dans les banlieues de leur apprendre l'histoire. C'est davantage française. La sécurité de leurs enfants. Bien sûr, c'est davantage la sécurité de leurs enfants qu'ils ne peuvent plus envoyer aujourd'hui librement, par exemple prendre les transports en commun parce que sinon leurs enfants se font agresser, que ces histoires de statut alors je vais vous qui objectivement n'intéressent personne. Une dernière question, on va passer à autre chose. Si l'on supprime les traces de l'histoire, est-ce que les révisionnistes risquent de réécrire l'histoire? C'est-à-dire? Je vous pose la question. Mais les historiens ont toujours fait ce travail. Je veux dire, moi, Donc, on ne supprime pas les traces. Mais on n'a pas à supprimer les traces de l'histoire. On a enseigné toute l'histoire. Mais on n'a pas non plus à supprimer les pages glorieuses de notre histoire, comme ont tenté de le faire ces dernières années les responsables politiques dans les manuels. Maintenant, aujourd'hui, il y a des questions. Donc, on reconnaîtra notre passé. Oui, mais aujourd'hui, il y a des questions de fond. Ça fait une semaine que dans notre pays, l'État français se fait humilier, que l'État français se fait insulter et que, en réalité, les gens qui nous dirigent sont à genoux devant des minorités politico. Alors justement, puisque vous dites cela... Monsieur Bourdin, en parlant d'histoire, dans une semaine, nous allons fêter les 80 ans de l'appel du 18 juin 40. Oui. Et moi, je suis consterné de voir que, parce que je connais aussi notre histoire, on est passé du général de Gaulle, premier président de la Ve République, qui défendait l'indépendance, la grandeur de la France, la souveraineté de la France, son indépendance face aux puissants, à Emmanuel Macron, Christophe Castaner, qui sont aujourd'hui les esclaves de tous les communautarismes et qui sont aujourd'hui à genoux devant notamment la famille Traoré. J'allais vous en parler. Le président de la République a demandé à la ministre de la Justice de recevoir au ministère de la Justice, qui n'ont jamais de mots à l'égard de toutes ces familles qui sont victimes au quotidien de cette délinquance ordinaire. Dans notre pays, vous avez au quotidien 300 viols qui sont commis chaque jour. Vous avez 2000 agressions. Mais 300 viols commis chaque jour. 600 000 vols chaque année. Et nous n'entendons jamais la ministre de la Justice. Attendez, parce que 300 viols, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que les violeurs sont tous noirs ou arabes? C'est ce que vous voulez dire, Jordan Bardella? Je ne vous ai jamais dit ça, monsieur Bourdin. Parce que vous ne me faites pas dire ce que je vous ai pas dit. Parce qu'on en était à la famille Traoré, vous me parlez de 300 viols par jour. Alors, Jordan Bardella, manifestation de soutien à Adama Traoré demain. Est-ce qu'elle devrait être interdite, cette manifestation? Elle devrait être interdite, d'abord parce que ça fait 3 mois qu'on impose des règles de confinement aux Français, qu'ils ont respectées. Et je vais vous dire que je suis consterné de voir que le ministre de l'Intérieur chez vous, il y a quelques jours, a déclaré que parfois l'émotion devait dépasser la loi. Alors ça fait une semaine qu'on a des manifestations qui sont interdites dans notre pays et qu'en même temps,
on impose des règles sanitaires tout aussi strictes, par exemple à des restaurateurs, et je me mets à la place de restaurateurs parisiens qui travaillent en région parisienne, qui sont aujourd'hui menacés de fermeture, menacés de faillite, dont leurs salariés sont menacés de chômage, qui voient sous leurs fenêtres passer des manifestations interdites avec au passage des slogans anti-flics, des slogans de haine contre notre pays, à qui le ministre de l'Intérieur vient dire « vous pouvez continuer à manifester parce qu'il y a parfois des causes qui dépassent l'émotion ». Je me mets à la place de ces Français qui, pendant le confinement, se sont pris par exemple 135 € d'amende parce qu'ils sont allés voir leur maman qui était malade dans un EHPAD et qui ont eu effectivement le malheur de vouloir sortir un petit peu de cette loi du confinement et à qui on a imposé 135 € d'amende. Alors oui, quand je vois que le ministre de l'Intérieur est à plat ventre, à genoux devant des minorités qui hurlent leur haine de notre pays, leur haine de la police. Le job du ministre de l'Intérieur, ce n'est pas de jeter l'opprobre sur la profession. Interdiction de ces manifestations. Ce n'est pas d'humilier des policiers et des gendarmes comme il l'a fait. C'est de soutenir ces fonctionnaires qui sont aujourd'hui en première ligne face à l'insécurité dans notre pays, qui tous les jours, dans les quartiers, ne peuvent plus rentrer dans certaines cités, se font insulter, se font injurier. Donc oui, moi honnêtement, j'ai du dégoût quand j'entends les propos du ministre de l'Intérieur, comme certainement sont dégoûtés aujourd'hui beaucoup de nos forces de l'ordre qui sont en première ligne pour 1 500 € par mois. Jordan Bardella, donc interdiction de cette manifestation de soutien, vous demandez l'interdiction. Oui, interdiction. Vous demandez l'interdiction des manifestations la semaine prochaine de soignants, de personnel de l'hôpital public? Je dis que le moment n'est pas à la manifestation. Donc, et qu'on ne peut pas, si vous voulez... Ces personnels-là non plus ne doivent pas manifester. Je ne les mets pas sur le même plan. Non, d'accord, mais moi non plus. Et je vais vous dire... Moi non plus, mais je vous demande, ces manifestations aussi doivent être interdites. N'êtes-vous pas, Monsieur Bourdin, choqué, du moins interloqué, de voir qu'on a laissé filer ces manifestations anti-flics il y a une semaine dans les rues de Paris, alors qu'on a vu dans les manifestations sociales dont vous parlez, des infirmiers, notamment des gilets jaunes, des manifestations contre les retraites qui ont eu lieu dans notre pays depuis plusieurs mois, la sévérité la plus totale? Lorsque ce sont des Français qui manifestent pour leur pouvoir d'achat, lorsque ce sont des Français qui manifestent pour plus de démocratie, là, le gouvernement fait preuve de la sévérité la plus totale et jette la police contre eux en utilisant des méthodes qui sont des méthodes de maintien de l'ordre extrêmement répressives, avec des canons à eau, avec des lanceurs de balles de défense. En revanche, lorsqu'il y a des manifestations anti-flics, là, il n'y a pas de problème. Alors, le gouvernement n'intervient pas, donne l'ordre à nos policiers, comme beaucoup en ont témoigné, de ne pas intervenir et va même plus loin en expliquant que ces manifestations interdites seront finalement autorisées ou du moins tolérées. Je trouve que c'est inacceptable et c'est ce sentiment de deux poids, deux mesures qui nourrit aussi le sentiment d'injustice des Français à l'égard d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Jordan Bardella, lorsque l'on rapporte les propos racistes tenus par certains policiers, oui. Vous avez vu cela. Et je les condamne. Est-ce qu'on rapporte ces propos, l'institution est salie? Oui, l'institution est salie par le comportement d'une minorité. Mais c'est le comportement d'une minorité. Oui. Et je ne jette pas l'opprobre contre les forces de l'ordre. Lorsqu'il y a des comportements déviants... Que faut-il faire avec ces minorités? Non, mais lorsqu'il y a des comportements déviants, que ce soit des propos racistes qui sont tenus, que ce soit des propos antisémites, que ce soit lorsque certains font preuve d'une violence particulière ou qu'ils sortent du cadre légal, comme ça a été le cas lors des manifestations des Gilets jaunes, poussées aussi par les consignes du gouvernement, alors ils sont sanctionnés et alors ils doivent être sanctionnés. J'ai aucun souci là-dessus. Mais je dis qu'on ne peut pas jeter l'opprobre sur toute une profession qui aujourd'hui vit extrêmement mal le lâchage permanent de la hiérarchie. Et je dis que le job du ministre de l'Intérieur, c'est de soutenir ses fonctionnaires, ce n'est pas de les infantiliser. Vous avez trouvé votre cible. Et je trouve qu'il parce que je trouve qu'un ministre de l'Intérieur n'a pas à humilier devant la France entière les hommes et les femmes qui portent l'uniforme. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas les policiers. Le problème aujourd'hui, c'est le comportement des délinquants qui pourrissent la vie des habitants, y compris des habitants d'ailleurs qui sont aussi issus de l'immigration dans ces quartiers. Lorsque j'entends que la police contrôlerait au faciès ou qu'elle tuerait en fonction de la couleur de peau, eh bien oui, ça me choque. Parce qu'il faut peut-être rappeler que dans l'affaire Traoré, les policiers... Vous êtes originaire, vous avez vécu en Seine-Saint-Denis. Tout à fait. Hein. Est-ce que le contrôle au faciès existe ou pas? Non, je veux dire, on ne contrôle pas au faciès, mais Monsieur Bourdin, on ne contrôle pas au faciès, on contrôle une attitude. Oui. Lorsque vous êtes issu de l'immigration, que vous allez travailler tous les jours dans ces quartiers, alors vous n'avez pas de problème avec la police. Et vous êtes bien content que la police soit présente parce que lorsque votre enfant qui ne peut plus sortir correctement, qui ne peut plus s'habiller correctement, les femmes par exemple, qui dans ces quartiers ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus s'habiller comme elles le souhaitent, ne peuvent plus sortir et prendre le RER B par exemple en Seine-Saint-Denis sans que les parents ne s'en inquiètent. Ça concerne aussi les enfants issus de l'immigration. Eh bien là-bas, vous n'avez pas de problème. Lorsqu'on contrôle, on contrôle une attitude. Lorsque vous provoquez
provoquer les forces de l'ordre. Les contrôles d'identité, il faut qu'ils soient filmés, ces contrôles d'identité. Il faut que tous les policiers portent une caméra piéton. J'y suis favorable. Vous y êtes favorable? J'y suis favorable parce que à chaque fois que la police intervient dans ces quartiers, qu'elle est généralement un peu malmenée, mise à mal par des minorités aujourd'hui dans ces territoires, l'acte premier de ces personnes est de filmer, de mettre assez vite les vidéos sur Snapchat pour provoquer les forces de l'ordre. Alors moi je suis favorable à ce que les policiers puissent aussi filmer ces contrôles pour se protéger. Et pour montrer un petit peu à l'image de ce que font les anglo-saxons, de pouvoir montrer aussi sur les réseaux sociaux la manière dont ils sont insultés, la manière dont ils sont considérés aujourd'hui par des gens qui chassent la police aujourd'hui à coups de cocktail Molotov, à coups de projectiles des quartiers. C'est ça le problème aujourd'hui. Il faut généraliser l'usage du taser ou pas? Monsieur Castaner, il dit, on a un problème avec l'étranglement, ce dont nous pourrions discuter. Il y a des écoles de formation qui existent pour les gendarmes, notamment une école de formation au maintien de l'ordre à l'interpellation qui est à Saint-Astier, qui n'existe pas pour la police. On pourrait aussi mettre en place ce dispositif pour la police. Monsieur Castaner, il dit il y a un problème avec l'étranglement, donc on va généraliser le taser. Sauf que, qui vous dit, lorsque vous allez utiliser un taser, qui dit au fonctionnaire qui va l'utiliser que la personne sur qui il va l'utiliser, qui est donc généralement qui est en fuite ou qui commet un acte délictuel, on se fait rarement tirer dessus au taser ou mis par terre lorsque vous marchez simplement dans la rue ou lorsque vous ne faites rien, n'aura pas de problème de cœur, n'aura pas de problème cardiaque. Et donc, cela va engendrer exactement les mêmes problèmes et nous aurons exactement le même débat d'ici quelques mois. Le problème aujourd'hui, c'est que les policiers ont tellement été lâchés par leur hiérarchie qu'ils sont tétanisés à l'idée de faire leur travail. Et que cette profession n'attire plus. Moi, je me demande comment est-ce que ça, c'est bien. Je me demande comment est-ce qu'on a pu passer d'une police qui était applaudie, soutenue par une majorité de la population après notamment les attentats. Elle est toujours soutenue après les par attentats, la population. À une police qui est aujourd'hui lâchée par la hiérarchie quand elle est soutenue par une majorité silencieuse et une majorité des Français. Est-ce qu'il faut instaurer en France des statistiques ethniques ? Non, j'y suis pas favorable pour une raison très simple, c'est que moi je combats l'américanisation de la société française et je la combats sur tous les plans, y compris sur le plan donc, pas de culture culturel. Communautaire. Et cette culture ethnique, nous ne l'avons pas en France parce que la Constitution française dit que la République, elle est une et indivisible et que la communauté nationale ne voit que des Français sans aucune distinction de couleur de peau. Ceux qui sont aujourd'hui racistes, ce sont ceux qui se prétendent antiracistes. Et qu'en fait, la mission comme celle d'SOS Racistes et du président d'SOS Racistes, Monsieur Sopo, qui a, nié le fait qu'un policier de couleur noire a été traité de raciste, de vendu par d'autres militants indigénistes, a été aujourd'hui totalement lâché. Ce sont eux aujourd'hui les réels racistes. Et ceux qui se prétendent antiracistes sont les réels racistes aujourd'hui. Et moi, je combats cette ethnicisation de la société française. Parce que cette partition, cette sédition de la société française à l'image de la société américaine, où chacun se définit par sa couleur de peau, je crois qu'il faut absolument combattre cette vision de la société et qu'elle ne doit absolument pas arriver en France parce que ce n'est pas la tradition de la France. J'avais envie, puisque vous partez sur ce sujet-là, j'avais envie de vous poser une simple question. Pourquoi avez-vous dit qu'Emmanuel Macron n'était pas de France? Parce que ça, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il n'est pas de France? Il n'est pas de France. Il ne défend pas les intérêts français. Il n'est pas de France comme vous, comme moi. Il ne défend pas les intérêts français. Non, mais pour lui, la capitale, il a renoncé à ce qu'était la France. Que vous critiquiez. Parce que pour lui, je vais vous dire, ou pas, peu importe. Je suis pas là pour juger. Mais il est de France ou il n'est pas de France? Il n'est pas de France. Il est d'une élite qui ne défend pas. Il est d'une élite populicide. Mais il est français. Il est d'une élite. Il est français. Oui, il est français, mais c'est pas le sujet. Je vous parle politiquement. Je suis pas sur le terrain de la morale ou sur le terrain de la nation. Je suis sur le terrain de la politique. Mais non, mais parce que c'est très ambigu. Pour lui, vous en conviendrez, c'est très ambigu. Pour lui, la capitale de la France, ce n'est plus Paris, c'est Bruxelles. Et on le voit d'ailleurs au travers des différentes déclarations du plan européen qu'il a présenté il y a quelques jours avec Madame Merkel. Toutes les décisions politiques d'Emmanuel Macron visent d'abord à se mettre à genoux devant les puissants, 750 milliards devant des intérêts financiers, et notamment devant la Commission européenne, à qui il souhaite. Vous voterez. Il continue de transférer des pouvoirs toujours plus importants, et notamment le pouvoir de mettre en place un impôt européen. Vous voterez les aides 750 milliards d'euros de l'Union européenne aux pays en difficulté? Non, parce que est bien naïf celui qui pense. Non. Est bien naïf celui qui pense que c'est un chèque en blanc et que la Commission européenne, pour nos beaux yeux, va nous virer un chèque et un virement de 750 milliards d'euros. C'est de l'argent qu'il nous faudra rembourser, auquel d'ailleurs qu'il faudra faire adopter à l'unanimité par le Conseil européen. Une grande partie des États d'Europe de l'Est qui ont déjà connu ce regain populaire souverainiste ont d'ores et déjà dit non parce qu'ils savent très bien que cela va nous mettre sous le joug, sous la tutelle de la Commission européenne, qui va nous imposer des réformes donc pas d'aide européenne. Austéritaires, vous ne voulez pas d'aide européenne pour la France? Mais
Je dis que, le rachat des dettes par la Banque Centrale Européenne va dans le bon sens. Dettes, c'est bien. Je dis que le rachat de dettes par la Banque Centrale Européenne, ça va évidemment dans le bon sens. C'est clair que la Banque Centrale Européenne joue son rôle. Mais je vous rappelle que la Commission européenne est responsable des cures d'austérité massives qui ont été imposées à la France, que la Commission européenne a notamment en matière de santé imposé à 63 reprises et demandé à 63 reprises aux États membres qu'ils baissent leurs dépenses de santé. Alors Emmanuel Macron, il croit dans une chimère européenne qui n'existe plus et plus que jamais. Je crois que nous avons besoin de remettre les traités sur la table et d'aller vers une coopération entre États. L'Union européenne a montré son inefficience totale durant cette crise, à tel point que nous avons dû en implorer à la Chine de nous livrer des masques. Bien, j'ai une dernière question. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen affirme que la France est le pays d'Europe où il y a le plus de morts pendant cette période du Covid? Bon, la France, elle a dit cela hier matin, mais j'ai pas compris pourquoi. La France est le pays, au niveau européen en tout cas, dont le gouvernement, sur la gestion de la crise... Non, je ne parle pas du gouvernement, je veux dire le nombre de morts. Et le plus mal... Pourquoi est-ce qu'elle affirme que la France est le pays d'Europe où il y a eu le plus de morts? Pourquoi? Parce qu'elle porte Pourquoi? Elle a défendu le ressenti d'une majorité de Français aujourd'hui. Le ressenti est une chose, les chiffres en sont une autre. Non, mais on peut faire une bataille de chiffres. Je veux dire, on peut aussi compter le nombre de masques qu'Emmanuel Macron a mis à disposition de nos compatriotes. Je vous pose une question. Pourquoi a-t-elle dit cela? Si ce n'est pour insinuer et pour laisser entendre que c'est en France... qu'on a le plus mal géré cette crise. À cause du gouvernement, qu'on a le plus mal... Monsieur Bourdin, le gouvernement... Non mais pardon, je vous pose la question. Vous allez chercher des griefs statistiques à Marine Le Pen. Pourquoi? La réalité, c'est que Marine Le Pen, Belgique, ça a été... 83 morts pour 100 000 habitants. Grande-Bretagne, 60 morts pour 100 000 habitants. Espagne, 58 morts pour 100 000 habitants. Italie, 56 morts pour 100 000 habitants. Suède, 47 morts pour 100 000 habitants. Et France, 44 morts pour 100 000 habitants. Bout, l'intégralité du sujet. Marine Le Pen a été la première responsable politique dès le 29 janvier à demander la fermeture des frontières avec les pays qui étaient des pays foyers de l'épidémie. Emmanuel Macron a refusé de le faire. Et ça a probablement entraîné l'accélération de la diffusion du virus en France. Marine Le Pen a demandé le 11 février à l'Assemblée nationale à la ministre de la Santé, Madame Buzyn, ce qu'il en était de nos stocks de masques, de tests, de médicaments. On nous a expliqué qu'il n'y avait pas de problème. Je reviens sur ce qu'a déclaré Marine Le Pen à propos des masques à une certaine époque. Mais peut-être que ce constat vous gêne, mais ça fait des années que les thèmes que nous défendons, le patriotisme économique, la souveraineté dans nos filières stratégiques, et notamment en matière médicale, puisque 90% de nos filières de médicaments ont été délocalisées à l'étranger, le contrôle aux frontières, quand nous avons laissé nos frontières grandes ouvertes au moment où l'épidémie s'accélérait pour les fermer quelques semaines plus tard et donner raison au Rassemblement national, tous ces sujets, ils sont sur la table et les Français voient bien que tout ce que nous avons défendu depuis des années feront partie de ce débat sur la France d'après. Bien, merci beaucoup. Merci Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être venu nous voir, Jordan Bardella. Il est 8h56, RMC, BFM TV.